Je suis David Bijaoui et je suis producteur nouveaux médias chez Ciné TV. Je pense que le terme de web création est évidemment, comme toujours, assez réducteur. Je pense qu'on parle de récits, je pense qu'on parle de récits à destination des canaux numériques. Et puis aujourd'hui, on constate que les canaux numériques, c'est d'autres audiences, et on fait des raccourcis sur les audiences jeunes, etc. En tout cas, ça part dans toutes les directions, et ça, en termes de création, c'est quand même vraiment quelque chose de chouette. Pour moi, il y avait dès le début cette ambition de faire des choses différentes dans le sens de l'innovation. Donc quand on installe dans un lieu physique une sorte d'expérience avec de la réalité virtuelle, avec des interactions physiques, avec un décor de fiction, voilà, ça c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Libérer Emily, c'est une expérience qu'on appelle de réalité mixte, dans le sens où elle mêle réalité virtuelle et décor réel. C'est une expérience assez ludique et en même temps très dure, très noire, voilà, qui est d'un registre totalement nouveau, qui emprunte à la grammaire de l'escape game, qui emprunte à la grammaire de la fiction, du thriller, et en même temps le sujet de l'écriture de la réalité virtuelle est omniprésent dans ce projet-là, mais il y a aussi du gameplay, un gameplay asymétrique, voilà. Donc là c'est pour nous, pourquoi j'en parlais, ce projet-là, pour nous c'est là encore aller chercher dans toutes les directions pour trouver une nouvelle forme et voilà, tenter un truc. Et après, il y a eu évidemment chez nous Way or Die, qui a été une étape. Voilà, c'est un projet de fiction avant tout, c'est un projet innovant avant tout, et c'est un projet qui a rencontré son audience, qui évidemment, je pense, a fait un peu parler de lui. Il y a eu toute une génération d'étudiants qui l'ont vu. On levait le voile sur des images et des codes qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc il y avait comme ça un truc assez marquant. Dans les œuvres interactives, quand on regarde en direction du jeu vidéo, pour nous, il y a une œuvre majeure affichée sur nos murs qui est Her Story de Sam Barlow. Parce que c'est de la prise de vue réelle, parce que ça emprunte à la grammaire du jeu, avec une dimension narrative toujours. Et la première fois que j'ai vu Thanatorama, ça représentait les choses que je m'imaginais qu'on pouvait faire. Et donc pour moi, ça a été un déclic très fort. Et en me disant, ok, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc ça a été vraiment, à titre personnel en tout cas, dans ce que moi je fais au quotidien, le moment où je me suis dit, ok, je veux faire ça. Ce qui me préoccupe, moi, c'est le récit et l'interaction. J'ai le sentiment que les interactions au sein d'un récit deviennent une sorte de règle, parfois avant, parfois après le récit, d'un récit qui pourrait être simplement linéaire, mais en tout cas, la posture du spectateur est engagée partout, à tous les endroits. Voilà. Après, il y a quand même un peu la question de la typologie, de la nature des œuvres, plutôt que le support sur lequel elles sont proposées. Et en ce sens, moi, je suis bluffé de voir les créateurs, en fait, proposer, arriver sur tous les supports. On parle d'enceintes connectées en ce moment, par exemple, au bureau, avec l'utilisation de l'IA au sein d'un récit. Donc aujourd'hui, concrètement, il y a des projets de VR, évidemment, des projets d'AR, évidemment, des projets mobiles. Et donc là, de nouveau, est-ce que c'est de l'AR, est-ce que c'est de la VR, est-ce que c'est de la télévision? Moi, j'ai un peu envie de parler d'exception culturelle, de création, d'un écosystème qui permet de voir des projets se développer avec cette identité-là. Il y a quand même, je pense, un peu une culture start-up dans les chiffres en France qui porte un certain nombre d'idées à l'étranger. Il y a évidemment des très grands projets, des très grands programmes, des œuvres audiovisuelles qui traversent les frontières et qui incarnent, en tout cas à l'étranger, cette idée de l'exception de la création française. Je crois surtout que chez nous, on bénéficie d'un écosystème très favorable à la création et que ça nous donne l'occasion, l'opportunité de penser, d'imaginer des projets voilà, qui se rangeront plus tard, une fois qu'ils seront finis sous ce label de la création française.
Il y a une aura, évidemment, en tout cas sur les canaux numériques. On trouve dans les grands festivals très souvent des projets français, montrés, appréciés, récompensés. Donc oui, je pense qu'il y a cette idée qu'en France, il y a un endroit, un groupe de gens, de créateurs, là encore, qui réfléchissent et qui imaginent les projets sans doute les plus aboutis en termes d'innovation, voilà, mais avec d'autres aussi. Hein. On cite toujours le Canada, évidemment, mais à d'autres endroits aussi. On voit dernièrement un projet qui est sous le label français naître en Argentine, donc il y a aussi voilà, des choses comme ça. Après, est-ce que la fiction française se vend bien? Nous, on a un exemple chez nous, oui, puis d'autres diront que non. Est-ce que la VR française se vend bien? Je ne saurais pas dire statistiquement, mais en tout cas, les projets français sont souvent très chouettes. Je vois qu'à plein d'endroits, en fait, tout le monde essaye, réfléchit, s'oriente vers la transition numérique qui nous submerge tous, avec cette préoccupation première de la création, et donc ça c'est super. Après, les défis sont immenses, immenses, mais à un niveau industriel même. Comment on fait pour exister sur le web avec une omniprésence d'un acteur qui maîtrise tout. Donc ça, je pense qu'il y a comment tous on va à différents endroits de la création relever le défi qui nous concerne et puis réussir peut-être un peu. Voilà, comme je crois les créateurs l'ont fait, les producteurs l'ont fait, certains diffuseurs l'ont fait, certaines institutions portent aussi cette ambition-là. Maintenant, il y a une conjoncture, il y a des facteurs qui s'alignent à différents moments et qui pourront nous faire croire que demain, ce sera encore plus rayonnant. Je revendique toujours un peu cette idée qu'on doit arriver à avoir des projets qui ne soient pas formatés numériques et donc qui ne soient pas formatés pour un marché d'immonde qui, selon moi, n'existe pas. C'est toujours la même chose, c'est ces grosses séries qu'on a vu voir où en fait on s'adresse à 1% de part de marché, mais dans 150 pays dans le monde. Voilà, je pense que c'est avec cette vision-là qu'il faut travailler ensemble, monter des copros internationales évidemment, des modèles de diffusion numérique internationaux, voilà, mais pas tant pour lisser la proposition. C'est ça qui m'inquiète un petit peu parfois dans ces modèles. Je pense vraiment que c'est plus le son et l'image. C'est vraiment un tout. En ça, c'est vraiment un changement. Donc c'est un immense sujet. Heureusement, la VR a rappelé à tout le monde à quel point c'était un immense sujet. Et évidemment, tous les nouveaux programmes purement audio nous rappellent à quel point c'est un sujet important et un peu souvent mis de côté. Il faut trouver son projet, il faut trouver ce qu'on a envie d'y mettre dedans. Et là encore, hein, ça paraît très très naïf, mais les technos, les questions de fabrication, de production viendront dans un deuxième temps. Et il existe aujourd'hui beaucoup de structures, beaucoup d'acteurs, d'intervenants qui arrivent à accompagner des gens qui ont voilà, une intuition, une idée, un sujet. Et puis avec comme ça une vision, un point de vue sur quelque chose, ben, on arrive à l'amener dans une nouvelle forme. Après, le premier conseil, c'est 10 fois plus de travail. Voilà, en avoir conscience. On parle beaucoup de VR, la VR c'est entre 6 et 9 fois un film traditionnel. À tous les endroits, à l'écriture, au visionnage, aux discussions, aux réunions, à la fabrication de quantité d'images. Moi, j'ai tendance à dire souvent, bah voilà, on m'a parlé du relief, de la 3D, ça a disparu, les lunettes, les machins, est-ce que la VR va rester, etc. Moi, je crois pas qu'il y ait des choses qui vont disparaître quand on voit la place que prend la technologie dans notre quotidien. Donc la technologie au sens image, évidemment, au sens écran, mais au sens aussi du son, comme on l'a évoqué. Mais pas que. Et donc là, on commence à imaginer dans l'horizon des projets intelligents, des projets qui s'écrivent, des projets qui nous portent au quotidien, qui s'installent dans peut-être nos vies de manière un petit peu différente que celle de, à un moment donné, ouvrir un espace de disponibilité à un programme
En web création, les gens du web vous disaient bah, « moi j'ai 10 ans d'expérience ». Quand on veut prétendre à écrire quelque chose qui ressemble au jeu vidéo, bah, moi j'ai 70 ans d'expérience. Ah oui, mais moi je fais du cinéma depuis 110 ans. Donc il y avait un truc où tous ces gens-là se retrouvaient comme ça un peu au départ de quelque chose. Et ça c'était très intéressant, pas tant pour la VR en soi, mais pour se dire qu'on va une fois de plus aller chercher les choses qui nous passionnent à différents endroits en fait. Et pas tant peut-être dessiner un axe clair, mais plutôt des perspectives, là encore, de création et d'innovation. On parle d'intelligence artificielle, mais on parle peu de procédural dans l'audiovisuel. Le procédural existe depuis un long moment dans des programmes, dans le jeu vidéo par exemple. Donc ça, c'est des choses qui vont comme ça arriver, et j'espère être utilisées dans l'écriture, dans la formalisation même traditionnelle de l'image, de l'écriture de cadre.